Août 2025, usine de Tochigi, à 100 km au nord de Tokyo. Un groupe d'ouvriers entoure la chaîne de montage tandis que la dernière Nissan GT-R, peinte d'un violet presque noir, se dirige vers la sortie. 18 ans plus tôt, ce même modèle avait humilié une Porsche 911 Turbo bien plus onéreuse sur le Nürburgring. Ultime descendante d'une lignée que les passionnés avaient surnommée Godzilla, cette voiture semblait indestructible et pendant près de 20 ans, elle le fut. La fin fut bien plus discrète, marquée par des réglementations décidées à Bruxelles et Canberra et une crise qui contraignit Nissan à revoir son avenir depuis une salle de réunion à Yokohama, tandis que l'entreprise luttait pour assurer sa survie. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire complète de la GT-R, de l'ingénieur qui a mis Nissan au défi de la construire, à la nuit où elle a humilié des supercars européennes bien plus chères. Voyons comment son succès a décliné marché après marché pendant 5 ans, toujours avec la même excuse officielle. Enfin, je vous révélerai l'explication que Nissan n'a jamais communiquée, celle qui a véritablement scellé le sort de la GT-R. Pour comprendre l'importance de la GT-R, il faut remonter à l'an 2000. Nissan était alors en pleine restructuration dans le cadre du plan de redressement piloté par Carlos Ghosn. Ce plan prévoyait notamment la commande directe, passée à l'ingénieur Kazutoshi Mizuno, de concevoir une voiture de sport, la GT-R, capable de rivaliser avec les meilleures allemandes. Mizuno refusa, car la commande initiale imposait de construire la voiture sur la même plateforme vieillissante que celle de la Skyline. Il savait qu'avec une telle base, il ne pourrait jamais créer une voiture de classe mondiale. En 2003, il présenta donc à Ghosn un prototype basé sur une architecture entièrement nouvelle, développée indépendamment et sans autorisation officielle. Ghosn approuva la modification sur le champ, et cette lutte de pouvoir silencieuse entre un ingénieur obstiné et son propre patron fut le premier pas vers la voiture qui serait mise en vente 4 ans plus tard. Bienvenue chez Autoledger. Le nom GT-R avait déjà une signification particulière avant même l'existence de la R35, car les générations précédentes de Skyline GT-R n'avaient jamais été officiellement commercialisées hors du Japon. Pourtant, des millions de personnes à travers le monde les connaissaient grâce à un jeu vidéo de course qui en avait fait des objets de désir et à quelques films automobiles clandestins les montrant sillonnant les rues de Tokyo. Ainsi, lorsque Nissan a commencé à tester les premiers prototypes de la nouvelle GT-R sur des circuits comme Sendai Highland, une légion de fans attendait déjà une voiture que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais conduite. Lors d'une de ces séances d'essai, Carlos Ghosn lui-même a pris le volant du prototype et l'a piloté face à une Porsche 911 Turbo, la rivale que Mizuno avait ciblée dès le départ. En sortant de la voiture, il a félicité l'équipe d'avoir construit exactement ce qu'il avait imaginé. Pour un dirigeant qui s'intéressait rarement aux détails techniques d'un modèle, ce geste en disait long sur l'importance que cette voiture allait revêtir pour l'ensemble de la marque. Le 24 octobre 2007, au Salon de l'Automobile de Tokyo, Mizuno dévoila personnellement la voiture et précisa les 3 conditions qu'il s'était fixées pour la qualifier de véritable supercar. Un rapport poids-puissance inférieur à 4 kg par cheval, une vitesse de pointe de 300 km/h sur route ouverte et un temps au tour sur le Nürburgring inférieur à 8 minutes. Quelques semaines plus tard, alors que la piste était encore humide dans 2 virages, l'équipe d'essai enregistra un temps de 7 minutes et 38 secondes, plus rapide que des voitures 2 fois plus chères. Le moteur VR38D ETT, un V6 biturbo de 3,8 litres, n'était pas issu d'une chaîne de montage automatisée. Il était assemblé à la main dans un atelier séparé par une équipe de 9 techniciens spécialisés, les Takumi. Chaque unité nécessitait près de 6 heures d'assemblage, s'apparentant davantage à une œuvre d'art qu'à un produit industriel. Lors de sa commercialisation en 2008, la voiture coûtait moins de 70 000 $. Et un an plus tard, le magazine britannique Evo la nommait voiture de l'année, devant une Lamborghini Gallardo, une Porsche GT2 et une Renault Mégane R26.R. Un résultat qui semblait incompréhensible pour quiconque suivait le monde des voitures de sport. Une voiture de milieu de gamme battant de véritables supercars sur leur propre terrain. Un exploit si remarquable que très peu se demandaient alors ce qui se passerait lorsque ce rythme de progression devrait être maintenu année après année. Si le monde entier applaudissait, chez Nissan, le projet n'avançait pas comme prévu et la version la plus extrême, la GT-R Nismo, n'est arrivée qu'en 2014, 6 ans après son lancement. Une éternité pour une voiture de sport aux ambitions aussi élevées. Un an plus tôt, en 2013, Mizuno avait quitté l'entreprise. Officiellement, il avait invoqué des problèmes de santé, mais une autre version circulait parmi les ingénieurs et les journalistes du secteur.
un désaccord interne quant à l'avenir de la GT-R, hybride ou électrique, une hypothèse que Nissan n'a jamais confirmée ni infirmée. Sans son ingénieur en chef et sans feuille de route claire pour la génération suivante, la voiture, conçue pour être constamment mise à jour, a commencé à stagner sur la même plateforme de 2007. Au cours des années suivantes, Nissan a maintenu la GT-R en vie grâce à des améliorations successives. En 2016, elle a connu le changement le plus profond de toute sa production. Une refonte des faces avant et arrière qui améliorait le refroidissement et portait la puissance à 570 chevaux, présentée comme une révolution au sein même de la gamme. Mais à l'intérieur, elle restait identique à celle de 2007. Ce détail, qui en 2010 semblait être une qualité, celle d'un ingénieur perfectionnant son travail année après année au lieu de tout jeter et de repartir de zéro, est devenu un problème dès que le reste du monde a commencé à durcir les réglementations. L'Australie a été le premier marché à dire stop. Le 31 octobre 2021, elle a cessé de vendre la GT-R car la voiture ne répondait pas aux nouvelles normes d'impact latéral entrées en vigueur cette année-là. Ce fut un coup dur pour un marché où elle n'avait jamais rencontré un grand succès commercial. En 12 ans de commercialisation, à peine 1 millier d'exemplaires avaient été vendus en Europe, un chiffre si modeste qu'il était quasiment impossible de justifier les frais de réhomologation. 5 mois plus tard, ce fut au tour de l'Europe. Nissan adressa un bref communiqué à la presse spécialisée. La production pour le continent s'arrêterait en mars 2022 en raison de nouvelles normes sonores auxquelles la voiture ne pouvait plus se conformer. Derrière cette courte phrase se cachaient 13 années d'histoire et un peu plus de 11 000 unités vendues, la dernière véritable alternative sportive de Nissan en Europe. De plus, la réglementation devait se durcir en 2026, abaissant la limite légale à 68 décibels, ne laissant même pas la possibilité d'envisager une version adaptée. Et voici le premier élément qui contredit l'explication officielle. Le Japon, marché où la GT-R était encore en phase de lancement, a clôturé ses commandes pour le modèle 2022 en mai de la même année, non pas par manque d'acheteurs. Selon Nissan, comme expliqué à la presse, les réservations avaient déjà atteint le volume de vente prévu. La voiture, pourtant menacée par la réglementation dans la moitié du monde, affichait encore complet dans son propre pays. Aux États-Unis, dernier grand marché, la décision est tombée en 2024, lorsque Nissan a confirmé à plusieurs médias spécialisés que la raison était le durcissement des normes d'émissions prévues pour 2025. Le même prétexte que les acheteurs australiens et européens avaient déjà entendu des années auparavant. Les commandes pour le modèle 2024 ont été clôturées, et le 28 février 2025, le Japon a également suspendu les siennes, ne laissant que quelques mois de production pour écouler les unités restantes. Le plus curieux, c'est que malgré la perte progressive de part de marché de la GT-R, elle continuait de remporter des courses et de battre des records, comme si personne ne l'avait averti de son déclin. Elle a décroché 5 titres dans la catégorie GT 500 du championnat japonais Super GT, a gagné les 12 heures de Bathurst en Australie en 2015, quelques mois seulement avant que le pays n'interdise sa vente, et en 2016, sur un aéroport des Émirats arabes unis, une GT-R spécialement préparée a battu le record du monde Guinness du drift latéral le plus rapide, à plus de 300 km/h. Alors que les concessionnaires du monde entier cessèrent de la vendre, la voiture continuait d'accumuler les trophées sur circuit, comme si la bureaucratie et la vitesse évoluaient sur 2 échelles de temps totalement différentes. L'explication officielle, celle que Nissan a répétée dans chaque communiqué de presse pendant des années, était toujours la même. Normes d'émission, normes sonores, normes de sécurité, marché secondaire. Et c'est vrai, chacune de ces réglementations existait, avec sa propre date d'entrée en vigueur. Mais cette version omet la question la plus gênante. Pourquoi Nissan n'a-t-il jamais trouvé le moyen d'adapter une voiture rentable depuis 18 ans et qui, au Japon, affichait encore complet? La réponse commence quelques mois après la disparition de la GT-R des États-Unis, lorsque, en novembre 2024, Nissan annonça sa première grande suppression d'emplois, 9000. Derrière ce chiffre se cachait une entreprise au bord du gouffre. Son résultat d'exploitation avait chuté de 90% en seulement 6 mois. L'usine produisait bien en deçà de sa capacité réelle depuis un certain temps, et bien que Nissan ait réagi en réduisant cette capacité d'un 5e, le déficit persistait. Un mois plus tard, l'entreprise entama des négociations de fusion avec Honda, son dernier espoir de redressement, mais ces négociations échouèrent le 13 février 2025, selon la presse japonaise, car Honda entendait faire de Nissan une simple filiale, compte tenu de l'énorme différence de taille entre les deux marques, ce que Nissan refusa catégoriquement.
Quelques semaines plus tard, le président de l'époque, Makoto Uchida, démissionnait, première tête à tomber à cause de la crise, et l'hémorragie n'était pas terminée, car en mai, les licenciements atteignaient 20 000 employés. Et ce même mois, Nissan reconnaissait la plus grosse perte de toute son histoire, près de 5 milliards de dollars en une seule année. La dernière GT-R est sortie des chaînes de montage de l'usine de Tochigi en août 2025, 18 ans après sa présentation au Salon de l'Automobile de Tokyo. Il s'agissait d'une premium édition T-Spec d'une teinte pourpre presque noire, dotée de jantes dorées. Sa destination n'était ni une vitrine Nissan, ni un musée Nissan, mais le garage d'un client japonais lambda qui avait patiemment attendu son tour sur une liste d'attente. Le PDG de l'époque, Ivan Espinosa, a tenu à préciser aux ouvriers réunis à l'usine qu'il ne s'agissait pas d'un adieu définitif au nom GT-R, mais bien de la fin d'une génération. Nissan avait déjà confirmé travailler sur un successeur, officieusement connu sous le nom de R36, sans toutefois avoir encore décidé s'il s'agirait d'une version hybride ou 100% électrique. Selon la marque elle-même, cette indécision est en partie liée à la disponibilité de la technologie des batteries à semi-conducteurs pour la production, une étape que Nissan n'anticipe pas avant 2028. Autrement dit, la remplaçante de la voiture qui a tiré sa révérence en 2025 pourrait se faire attendre des années, l'entreprise devant d'abord prouver sa viabilité. Aujourd'hui, la GT-R R35 suscite déjà la même nostalgie que ses aînés, les Skyline GT-R, il y a 20 ans. Ces quelques 48 000 exemplaires prennent de la valeur sur le marché de l'occasion dans plusieurs pays, grâce à des collectionneurs et des ateliers spécialisés qui se consacrent exclusivement à leur entretien. Pour les 9 techniciens de Takumi, qui pendant près de 2 décennies ont assemblé à la main chaque moteur VR38DE TT, la fermeture de la chaîne de Tochigi n'a pas seulement marqué la fin d'un produit, c'était la fin d'un savoir-faire unique, au sein d'une usine unique, qui ne sera peut-être plus jamais la même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que la réglementation a eu raison de la Nissan GT-R, sachez que ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est celle d'une entreprise qui, au moment où elle en avait le plus besoin, n'avait plus les ressources nécessaires pour la sauver. Si ce voyage à travers la véritable histoire de la Godzilla vous a plu, abonnez-vous à Autoledger. Chaque semaine, nous dévoilons l'histoire complète d'une autre voiture que le monde a trop vite oubliée.